Voici la carte militaire du 27 octobre 2025 et comme d'habitude, on va parler tout d'abord des frappes générales. On a Bryansk qui aurait été frappé par plusieurs Storm Shadows, donc c'est assez étonnant. Donc je rappelle que les Storm Shadows donnés à l'Ukraine ont une portée d'environ 250 km, ils sont bridés. Alors Storm Shadows ou des scalps français, bon, c'est quasiment la même chose. Alors il faut savoir que cette frappe sur une usine chimique de Bryansk, seulement les Ukrainiens en parlent, hein. Il n'y a absolument rien côté russe. Alors cela m'a peut-être échappé, hein, mais en tous les cas, cette frappe sur Bryansk avec des Storm Shadow demande à être confirmée. On a Tcheliabinsk qui a été frappé, c'est une usine d'explosifs. Alors maintenant, là, il y a un petit souci, c'est que le gouverneur de la région a dit que ce n'était pas des drones ukrainiens. Alors là, ça laisse cours à notre imagination. Alors, est-ce qu'il ment? Est-ce que c'est du sabotage? Est-ce que c'est un accident? Eh bien, on ne le sait pas vraiment. En tous les cas, il y a une usine d'explosifs qui a explosé justement à Tcheliabinsk. Donc c'est quand même problématique pour les Russes. Ensuite, on a eu 3 raffineries de pétrole qui ont été frappées. Donc, frappées, sabotées pour être plus exact. Hein, on a une raffinerie en Roumanie, en Hongrie et en Slovaquie, à Bratislava, exactement pour la Slovaquie. Et comme par hasard, eh bien, ces 3 raffineries de pétrole utilisaient du pétrole russe. Utilisent du pétrole russe. Donc évidemment, ils ont été punis très certainement par l'Union européenne, hein, parce que comme par hasard, cela fut fait juste après le Conseil européen qui avait décidé d'arrêter d'importer du gaz russe. Donc me concernant, je suppose que ce sont des sabotages, surtout que cela a été fait de manière synchronisée à quelques heures d'intervalle. Donc ça a été très organisé. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ces raffineries ont été rapidement réparées, mais en tous les cas, c'est un signe très fort pour la Roumanie, la Hongrie et la Slovaquie, en gros, qui doivent entrer dans le droit chemin. C'est comme ça que je le comprends tout du moins. Autre frappe générale, on a le port d'Ismaïl qui a été frappé. Alors c'est pas la première fois, je dirais que c'est au moins la troisième fois. Alors pourquoi ce port est frappé? Évidemment, déjà, c'est pour gêner la circulation des bateaux ukrainiens, sachant que des bateaux ukrainiens ne transportent pas que des denrées alimentaires, mais quelquefois ils transportent des munitions ou des armes. C'est pour ça que, évidemment, les ports ukrainiens sont visés, comme le port d'Odessa d'ailleurs, et plus dernièrement, un autre port qui était juste à côté était visé parce qu'il y avait 2 bateaux remplis d'armes ou de munitions, je ne le sais pas. Mais en tous les cas, c'était des bateaux qui transportaient des choses militaires, bon, d'après ce que disent les Russes, bien évidemment. Alors toujours dans les frappes générales, on a Kiev qui a été frappé surtout au niveau des infrastructures énergétiques, comme d'habitude, vous allez me dire. Alors évidemment tout ça est très très problématique parce que les destructions se font beaucoup plus rapidement que les réparations. Donc pour la région de Kiev, cela va devenir un énorme problème. Poltava c'est pareil, c'est son infrastructure énergétique qui a été particulièrement frappée. Pour Pavlovgrad, là c'est surtout des bombes Fab qui ont frappé Pavlovgrad et apparemment c'est surtout des cibles militaires, plus des cibles militaires que des infrastructures énergétiques, d'après ce que j'ai compris. Alors là maintenant je vais faire une courte parenthèse sur l'épuisement total des forces ukrainiennes à tous les niveaux, munitions, artillerie, système antiaérien et même maintenant infrastructure énergétique. Et à contrario avec les Russes qui ne cessent d'avancer, de grignoter du terrain, d'avoir des nouveaux drones qu'ils peuvent produire massivement et qui changent la donne en plus de cela avec de nouvelles bombes Fab, etc. etc. Les exemples sont nombreux. Et là, on a le journal The Independent qui interviewe un Lord Maréchal britannique et qui enfin nomme l'éléphant au milieu de la pièce.
En effet, il y a eu une interview d'un Lord Maréchal Richards au grand journal britannique The Independent. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais qui est vraiment dans l'air du temps parce que tout le monde sent, quoi, tous les connaisseurs militaires sentent que l'Ukraine est dans un point de basculement. Voilà, même si on fait encore flotter un espoir, même s'il y a les revirements de Donald Trump où à un moment il disait que l'Ukraine pouvait reprendre tous ses territoires perdus. Ensuite, on a Trump qui se dispute avec Zelensky pour lui dire écoute, si tu continues à t'entêter et à ne pas vouloir céder tes territoires, l'Ukraine sera tout simplement détruite. Ça, ce sont les dernières paroles de Donald Trump directement à Zelensky. Bon, là, ça venait du cœur et c'est la vérité. Vérité que je vous dis depuis des lustres et des lustres. Voilà l'article qui nous dit l'Ukraine ne peut pas gagner contre la Russie, prévient le maréchal britannique. Le maréchal Lord Richards a déclaré à The Independent que l'Ukraine avait reçu de faux espoirs de la part de ses alliés occidentaux et qu'elle ne pouvait pas triompher contre la Russie à moins que les forces de l'OTAN ne rejoignent le combat, dans le sens directement. Bon, inutile de vous dire que si ce maréchal britannique se permet ce genre d'assertion catégorique, c'est parce qu'il sait très bien qu'il ne se mouille pas et qu'il ne risque pas d'entacher sa réputation de grand militaire. Là, encore une fois, il ne fait que désigner l'éléphant au milieu de la pièce. Bon, bref, continuons. Alors maintenant, concernant le front sur Kherson, il ne s'est rien passé d'important. Dans l'oblast de Zaporojye, oui, il s'est passé quelque chose. Bon, tout d'abord, on a les Russes qui consolident ici et qui avancent, mais toujours petitement. Il y a une grosse résistance ukrainienne ici. Là, sur Orerov, il s'est passé vraiment des choses. Ça faisait des mois et des mois qu'il ne s'était rien passé autour d'Orerov parce que ce n'était tout simplement pas la priorité russe. Et là, les Russes, pourquoi ils ont pu attaquer dans 3 directions différentes? Eh bien, c'est tout simplement parce que les Ukrainiens ont baissé leur garde. Et à un moment donné, les Russes, ils ont vu qu'ils avaient envoyé des soldats d'Orerov pour renforcer d'autres endroits beaucoup plus importants, hein, comme ici sur Paklovsk par exemple. Et donc, mais dans d'autres endroits aussi, hein, pas que sur Paklovsk. Et donc les Russes voyant ça, d'après ce que j'ai compris, d'après les rapports russes, eh bien là ils en ont profité. Donc en gros ils ont attendu pendant des mois, des mois, des mois qu'il y ait une faiblesse au niveau d'Orerov. Il y a eu faiblesse et ils en ont profité dans 3 endroits différents, donc côté est, côté sud, et là le petit saillant que vous voyez là va prendre à revers côté ouest Orerov. Alors Orerov est un point très important concernant l'oblast de Zaporojye puisque c'est le dernier verrou majeur. Une fois qu'Orerov sera prise par les Russes n'auront quasiment plus aucune résistance pour se diriger vers la grande ville de Zaporojye. Donc tout cela est de très bon augure pour les Russes puisque avant qu'il y ait cette faiblesse sur Orerov, Orerov était une place forte très importante, très difficile à pénétrer. C'est pour ça que les Russes avaient abandonné, d'autant plus que les Russes s'étaient mis purement défensifs ici afin de mettre un gros coup de pression sur Paklovsk et Tchassivyar, parce que Tchassivyar était un endroit très important à prendre. Donc maintenant que ça s'est fait et que Paklovsk va bientôt suivre, donc maintenant que les points prioritaires des Russes sont accomplis, et bien maintenant ils peuvent s'attaquer à Orerov qui, je le répète, a été affaibli. D'où cette manœuvre très opportuniste, mais assez intelligente, il faut l'avouer. Toujours sur Zaporojye, ici il y a une avancée notable, bon, rien d'extraordinaire mais notable. Là aussi, dans l'oblast de Dnipropetrovsk, il y a eu une avancée bon, relativement modeste, hein, mais notable. Là, il y a eu 2 petites avancées, toujours dans l'oblast de Dnipropetrovsk, qui a permis aux Russes de prendre complètement cette ville-ci et cette ville-là. Voilà, donc bon, bah, ça avance toujours, hein, et le fait qu'ils avancent toujours plus loin
dans l'oblast de Dnipropetrovsk, bah, ça donne quand même un bon indice quant aux intentions de Vladimir Poutine. C'est-à-dire maintenant, on peut quand même supposer que Dnipropetrovsk risque d'être la prochaine cible, le prochain oblast pris. Attention, ce n'est qu'un avis comme ça se trouve je me trompe complètement, et que leur avancée dans l'oblast de Dnipropetrovsk, c'est simplement, d'ailleurs comme je le supposais il y a longtemps, c'est-à-dire peut-être que c'est simplement pour prendre Zaporozhia par le nord comme ça. C'est pour ça qu'il y a quelques mois, j'avais déjà mis des flèches de progression stratégique selon mon sentiment. Donc voilà, deux options. Soit c'est pour stratégiquement pour prendre Zaporozhia, soit c'est pour commencer à prendre l'oblast de Dnipropetrovsk. Soit aussi ça peut être les deux, tout simplement. Bref, nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Là, à l'ouest d'Oudachnie, les Russes ont pu prendre cette ville-ci, Moldotetskie. Donc évidemment, ils se dirigeront vers cette ville-ci. Alors là, les épingles rouges, je le rappelle pour les nouveaux venus, c'est la direction des assauts. Et les pointillés, c'était les lignes de front de la semaine dernière. Donc là, ça a bien bougé côté ouest d'Oudachnie. Là, sur Paklovsk, il s'est passé des choses. Donc là, le front s'est stabilisé et vous pouvez voir que Paklovsk a une énorme avancée. Donc Paklovsk, bon, c'est pas complètement pris, mais bon, là, vu comment ils avancent, les Russes, et vu qu'apparemment il y a eu une retraite désorganisée ukrainienne, attention, pas parce qu'ils ont reçu l'ordre, mais parce que les Ukrainiens, une partie tout du moins des Ukrainiens ont décidé de faire une retraite entre guillemets sauvage, rebelle, j'ai même envie de vous dire, et bien les Russes en ont profité tout simplement, c'est pour ça qu'il y a eu une avancée très importante tout d'un coup. Voilà, donc là, les Russes, la semaine prochaine, auront certainement pris Paklovsk. Et comme vous pouvez le voir, là, il y a un chaudron qui s'est formé. Donc toutes les forces ukrainiennes ici n'ont strictement aucune chance. Et là, regardez à l'est de Mirnograd. Regardez un petit peu l'avancée russe. Donc c'est une avancée très importante. Alors pourquoi j'ai mis des flèches rouges ici ? C'est parce que là, il y a eu un très gros assaut de ces deux côtés-ci de Mirnograd. Donc, comme vous pouvez le voir, côté est et un peu côté nord-est. Donc là, j'ai l'impression que c'est le coup de grâce pour Mirnograd. Donc, il y a des chances que Mirnograd et l'entièreté de Pakrovsk tombent plus ou moins en même temps. Alors, vous doutez bien que ces deux villes-ci vont tomber juste après et ça ne durera pas très longtemps pour ces deux villes-ci. Là, noté sur Rodinskier, pareil, mini chaudron qui ne s'est pas d'ailleurs encore refermé. Donc sa bataille dure quand même ici. Ce n'est pas simple pour les forces russes. Les forces ukrainiennes ici apparemment sont très vaillantes. Par contre sur Paklovsk, il y a un sentiment d'abandon général de la ville. Et Mirnograd aussi. Là, je subodore que la semaine prochaine, il y aura une très grosse avancée russe dans Mirnograd, étant donné les forces russes jetées sur la ville. Mais ce n'est que mon avis, nous verrons ça la semaine prochaine. Plus au nord, et bien là, ici, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une avancée russe. Là, pourquoi j'ai mis une flèche comme ça rouge, parce qu'il y a eu un fort assaut sur Charovier. Ici, il y a eu un fort assaut. Alors les Russes ont déjà pénétré depuis quelque temps dans la ville, mais petitement, là, d'après ce que j'ai compris, 20% de la ville serait sous le contrôle russe, mais ça reste à confirmer. En tous les cas, il y a eu une avancée notable par rapport à la semaine dernière. Et la chose à noter, c'est qu'il y a eu un fort assaut russe ici. C'est pour ça que j'ai ajouté une flèche rouge. Alors là, on peut se douter que les Russes vont refermer ce tout petit chaudron et prendre Toretsky ici, comme ça. On va refermer et pour prendre des troupes ukrainiennes ici qui sont restées piégées. Et oui, elles sont restées piégées puisqu'elles continuent à se battre farouchement. Sinon, sur le reste de la ligne de front ici, il ne s'est rien passé à ma connaissance.
Alors maintenant vers Konstantinivka, donc là déjà et d'une, les Russes ont fait une avancée notable ici, donc ils ont pris cette ville-ci complètement en attendant. Là, il y a eu un point d'avancement vers le sud de Konstantinivka. Là, il y a eu une grosse avancée russe sur Konstantinivka même. Hein, Konstantinivka démarrant ici, voilà, ça démarre ici, Konstantinivka. Donc les Russes ont largement pris pied dans Konstantinivka. Bah, évidemment, cela ne sera qu'une formalité avant de remonter et prendre la proie ultime sur Donetsk, c'est-à-dire Kramatorsk. Voilà, les Russes, eux, ce qu'ils veulent, c'est prendre Konstantinivka pour ensuite remonter sur Kramatorsk, bien sûr, et enfin Slaviansk, mais Slaviansk apparemment sera prise par le nord et non pas par le sud, d'après ce que je vois. Sur Sivelsk, il ne s'est rien passé, à part que la pression à l'est est absolument énorme de Sivelsk, donc je suppose que Sivelsk, d'après les rapports que j'ai lus, ça va faire comment dire un effet de seuil, c'est-à-dire que tout d'un coup, bing, ça va tomber et une grosse partie de Sivelsk va être prise d'un coup, un peu comme sur Paklovsk. Là, sur l'est de Krasny Liman, ou comme disent les Ukrainiens, Liman, eh bien là, il y a eu une avancée très importante, comme vous pouvez le voir, un énorme saillant ici. Donc tout cela est très inquiétant côté ukrainien, puisque là, comme vous voyez, il y a eu des avancées là importantes. Tout cela va permettre de prendre Liman ici, bien évidemment, qui va être totalement encerclé comme ça. Et une fois que Liman sera tombé, ben voilà, ça va être encore une fois un verrou qui tombera, sauf que le verrou, là, c'est pour Slaviansk. Donc là, on va dire, c'est comme Orerov vers le sud. Là, on a Krasny Liman vers le nord concernant les gros verrous stratégiques. Voilà. Liman tombe, c'est Slaviansk qui sera prise par le nord ensuite. Bon, les Russes auront quand même à traverser une rivière importante, hein. Cette rivière-là, qui d'ailleurs a permis un chaudron dans toute cette zone, parce que les Ukrainiens piégés ici ont bien du mal à traverser cette rivière qui n'est point petite. Donc ils sont obligés de traverser à pied. Donc ça va être un peu difficile pour eux. Voilà, en tous les cas, ça combat toujours fortement là, hein. Évidemment, aucun ordre de retraite n'est donné comme d'habitude. Alors là, j'avais mis une grande flèche stratégique parce que pour moi, les Russes veulent prendre Izium comme prochaine proie. Pourquoi? Bah parce que Izium est un nœud logistique important, bah, permettant d'aider Slaviansk et donc Kramatorsk, hein, puisque évidemment c'est complètement connecté. Donc c'est pour ça que pour moi, le saillant qui a été créé ici par les Russes, c'est surtout pour prendre Izium de manière ultime afin de bloquer toute logistique sur Slaviansk. Ce n'est que mon avis. Là, ici, sur Kupiansk, il y a eu une très grosse avancée, comme vous pouvez le voir. Donc, eh bien, il s'est passé exactement ce que je vous prédisais qu'il se passerait. Je vous avais dit que ça tombera en effet de seuil au bout d'un moment, parce qu'il y avait tellement de forces d'assaut qui s'accumulaient ici, mais surtout ici, bien entendu. Je vous avais même mis des flèches rouges sur les villes où il y avait des forces d'assaut. Eh bien, ça s'est accumulé, bien évidemment. Et comme ça fait des mois que je vous le dis, c'est-à-dire que les forces ukrainiennes étaient prises dans un véritable chaudron ici, sans aucun ordre de retraite, bien sûr, avec très peu de ponts. En réalité, il n'y a que 4 ponts ici, donc là il y a un pont ferroviaire ici. Bon bref, ici pardon, le pont ferroviaire, il y a très peu de ponts, il n'y a que 4 endroits pour traverser, mais qui étaient déjà sous contrôle russe. Donc je vous avais dit que les forces ukrainiennes ici étaient piégées. Ça fait des mois et des mois qu'elles sont piégées. Donc au bout d'un moment, effet de seuil, bien évidemment, d'où cette énorme prise en une semaine. Vous voyez, le front n'avait pas bougé pendant des semaines et des semaines. C'était resté comme ça, puisque les Russes
n'avait pas pris de vrai contrôle, et tout d'un coup, bing, en quelques jours, on a cette énorme prise de terrain, avec prise de cette ville complète en plus. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce chaudron-là. Maintenant, bien évidemment, Kupiansk. Alors, j'ai pas bougé les lignes de Kupiansk parce qu'il y a vraiment rien qu'à bouger. C'est simplement là, les Russes, encore une fois, nettoient les dernières poches d'Ukrainiens, mais Kupiansk est prise complètement, hein. Elle est prise complètement. C'est que des poches d'Ukrainiens qui sont là, planqués dans des bunkers. Ils se terrent. Bah oui, parce que sinon, s'ils s'en vont, ils risquent d'être aussi tués. Alors évidemment, vous allez me dire, ils pourraient se faire prisonniers, hein. Oui, bah, ce serait la méthode la plus sage, hein, quand même, au lieu de résister en vain. Hein. On a vu ce que ça a donné à Mariupol. À quoi ça sert de se terrer? Ça ne sert strictement à rien. Autant se rendre. Parce que s'ils continuent à se battre jusqu'au bout, eh bien ça voudra dire donc se battre jusqu'à la mort. Ça veut dire tous ceux qui se terrent à Kupiansk mourront. Ce qui est quand même un peu ballot. En plus, se battre pour quoi? Pour Zelensky et sa clique de corrompus. Voilà, bon, après, d'un autre côté, on n'est pas dans leurs chaussures, donc je ne jugerai pas quand même. Bon, bref, en tous les cas, bon, ben, on n'est pas à leur place, ils ont pris leur décision, il faut respecter leurs décisions. Donc là, alors vous voyez, toutes ces flèches, il n'y en avait pas autant avant. Ça, c'est moi qui les ai ajoutées. Vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous parle depuis plus d'un an de Veliki Bourlouk, comme quoi c'est un centre logistique important et que c'était une proie d'extrême nord très importante pour les Russes. Eh bien, apparemment, cela s'avère vrai, puisque tout ce que je vous disais depuis des mois et des mois, eh bien, ça se concrétise. Maintenant, je lis dans les rapports russes que, effectivement, leur objectif est de prendre Veliki Borlou, qui est un grand hub logistique du Nord. Et apparemment, si important que non seulement ils veulent le prendre là de l'Est, mais aussi par le Nord-Ouest. Et en fait, grâce à Vovchansk, puisque là, ça y est, ça bouge aussi. Là, les Russes ont fait une forte avancée urbaine sur Vovchansk. Ils sont en train de prendre cette dernière petite ville. Et d'après ce que j'ai lu, ils vont suivre la grande route pour fondre sur Veliki Borlou, qui est la proie ultime de Kharkov à ce niveau-là, hors Kharkov elle-même, bien évidemment. Donc là, ça bouge aussi à ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir, les Russes avancent absolument partout, sur tout le front. C'est une méthode, hein, une ancienne méthode qui avait été mise en place par le général Lapine et ensuite qui a été reprise par le général Soulovikine. Je rappelle que le général Soulovikine, c'est lui qui a mis en place les très puissantes lignes de défense de Soulovikine de manière éponyme, et c'est lui aussi qui a mis en place la guerre d'attrition telle qu'on la connaît maintenant. Alors sur Soumy, vous vous souvenez de l'assaut où je vous avais mis une flèche bleue comme ça, un assaut ukrainien qui voulait s'emparer de Oleskivka. Eh bien ce grand assaut entre guillemets ukrainien a été détruit par les Russes, comme évidemment il fallait s'y attendre, étant donné que l'assaut était pauvrement commandé, d'après ce que j'ai compris. Il y avait très peu de véhicules blindés et en plus il n'y avait pas assez d'hommes, alors que les Russes, ça fait des mois qu'ils consolident ici, et ils consolident très très fortement ici, puisque c'est un endroit important pour protéger le sud là, de la Russie, ici, et n'oublions pas Koursk et sa centrale nucléaire, qui est ici. La centrale nucléaire de Koursk est ici. N'oublions pas qu'il y a eu une avancée ukrainienne énorme ici, qui s'est arrêtée à peu près là, à son maximum. Hein, c'était la fameuse grande offensive de Koursk qui a été un fiasco absolument gigantesque, avec des pertes ukrainiennes tout aussi gigantesques, sans compter les pertes gigantesques aussi matériel, et en matériel uniquement de l'OTAN en plus. Bref, donc voilà, ce pauvre assaut n'avait aucune chance, et bien évidemment n'est qu'un assaut de communication, comme je vous le dis depuis un moment.
Là, ici, il y a toujours cette petite ligne de front là qui n'a pas bougé. Bon, on est toujours dans la stratégie russe typique, faire moult lignes de front pour que les Ukrainiens ne sachent pas quoi faire, ne sachent pas où envoyer des troupes. Bon, c'est comme ça depuis très très longtemps, je ne vais pas y revenir. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire de l'Ukraine au 27 octobre 2025. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement. N'hésitez pas à partager mes vidéos, j'ai très besoin de vous car je suis très invisibilisé par YouTube. Merci à tous. Et puis éventuellement aussi un petit don, lien dans la description. Merci à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.